Bonjour! Aujourd'hui, j'ai reçu pour une deuxième fois sur Grandir ensemble Cosette Gergès, qui est nutritionniste. Elle se spécialise en nutrition pédiatrique. La première fois, elle était venue nous parler de l'introduction des aliments, donc jusqu'à l'âge de 18 mois environ. Et là, maintenant, elle est venue nous parler de la découverte alimentaire. J'ai appris des choses. La nutrition, c'est un domaine qui évolue très rapidement au niveau de la science, au niveau des données qu'on a. Alors, j'ai appris plusieurs nouveaux éléments à mettre autour de la table, comment gérer les repas, être un peu le DJ de mes repas familiaux. Donc, j'espère que vous allez apprécier cette écoute. Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble! Par Placote. Bonjour Cosette, je suis vraiment contente de te recevoir à nouveau avec moi sur le podcast Grandir ensemble. La première fois, on a parlé de l'introduction des aliments. Mm-hmm. Aujourd'hui, on va comme faire un peu la suite de tout ça, la découverte alimentaire. La dernière fois, on s'est rendu à peu près là, vers 18 mois quand la majorité des aliments vont être introduits. On a parlé des façons de les introduire et tout ça. Premièrement, présente-toi un petit peu parce qu'il y a peut-être des gens qui n'auront pas écouté la première partie. Alors bonjour, je m'appelle Cosette Gergès et je suis nutritionniste en pédiatrie, spécialisée en pédiatrie, je peux me permettre de le dire, depuis 2003. Mm-hmm. Alors, c'est mon dada, le 0 à 17 ans, mais plus particulièrement le 0-5. Oui. Donc, l'introduction des aliments, on en a déjà parlé. Et là, c'est la découverte alimentaire. Oui. Alors, c'est par l'entreprise qu'on a créée, les nutritionnistes en pédiatrie, mm-hmm. qu'on va proposer des consultations aux parents, mais également un cours sur la découverte alimentaire, si je peux me permettre de le dire, ou pour accompagner les parents pour qui c'est difficile un petit peu varier l'alimentation de l'enfant. Oui. Un enfant qui est perçu étant, je me mets guillemets, difficile à table ou plus sélectif. Donc, on a un cours complet là-dessus en collaboration avec Mélanie Bilodeau et Joanie Loisel, psychoéducatrice, que vous allez recevoir, vous avez reçu sur le plateau, et avec une ergothérapeute également. Donc, c'est une vue d'ensemble sur la découverte alimentaire avec le regard de différents professionnels en enfance. Alors, voilà. Alors, on va commencer à parler. Découverte alimentaire. Oui. Qu'est-ce qu'on entend par ça? Parce que c'est tout au long de la vie qu'on découvre des aliments quand on voyage, quand de plus en plus on a des aliments exotiques qui arrivent en épicerie régulièrement. Qu'est-ce que c'est la découverte alimentaire? Puis par quoi on peut définir ça pour l'enfant? Oui. Découvrir les aliments commence par les premières bouchées. Donc, vraiment, on commence par les découvrir. C'est tout nouveau, que ce soit par purée, que ce soit par morceaux. Puis, graduellement, vers l'âge, je te dirais 18 mois. Mm-hmm. Ce que les parents nous disent, c'est que mon enfant aimait beaucoup. Je lui ai montré, je l'ai exposé à une variété d'aliments. Mais il aimait donc ça, le brocoli revient souvent. Il aimait donc ça, le poulet ou le poisson. Puis je sais pas ce qui était arrivé. On a comme échangé mon bébé une nuit, mais je le reconnais plus. Il veut pas y toucher. Il en veut pas. Qu'est-ce qui s'est passé à 18 mois? J'ai-tu brisé mon bébé? J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, c'est que votre bébé, il se développe, il évolue. Et on dit 18 mois, mais tu sais, la littérature dit plus vers l'âge de 2 ans, mais pratico-pratique, là, on le voit à partir de l'âge de 18 mois. Le bébé commence à vouloir s'affirmer un petit peu. Tu sais, ça apparaît, je vous dirais, ce comportement-là, la crainte des nouveaux aliments, qui pourtant, il n'était pas si nouveau que ça. La crainte du nouveau, commencer à sélectionner les aliments. Commence vers l'âge de 18 mois, même si la littérature dit plus de 2 ans. C'est ce qu'on appelle un petit peu une phase normale du développement de l'enfant, la néophobie alimentaire. Elle va atteindre un pic, je dirais, vers 3-4 ans, puis ça finit par diminuer puis disparaître normalement lorsque l'enfant rentre à l'école. Qu'est-ce qui fait en sorte que des fois, c'est beaucoup plus difficile, perçu plus difficile par certains parents? Tout dépend du cadre, tout dépend comment je présente les aliments, ma relation, moi, avec les aliments, ma relation, moi, avec mon enfant à l'heure des repas, tout ça va avoir un impact sur comment mon enfant va percevoir les aliments, sur son désir à lui de découvrir les aliments. Donc, pour un enfant, dites-vous, le plaisir est en top of the list. Oui, c'est important. Mais c'est ce que tu disais la première fois, c'est on est le DJ de notre repas, du moment des repas, comme parents. Oui, on encadre le party, on encadre quand même l'heure du repas, mais notre comportement et l'ambiance, le
comment là, je donne les aliments est tellement important, sinon plus important que ce que je vais offrir à l'enfant. Parce que si l'enfant ressent une pression, si l'enfant ressent un stress à table, si c'est un enfant anxieux, donc il anticipe vraiment l'heure des repas et ça se passera pas bien à table. Donc, c'est vraiment, on travaille pas l'assiette. Avant de se rendre à l'assiette, il faut travailler vraiment autour de l'assiette pour que l'enfant puisse venir à table, non pas armé comme un chevalier prêt à se battre parce que ça ne tente pas, mais vraiment à l'aise, détendu, pas d'anxiété. On essaie de pas avoir de l'anxiété reliée à l'heure des repas. Donc, c'est un enfant qui va anticiper l'heure des repas, réduire le stress chez l'enfant qui pourrait peut-être ressentir un stress au repas. Et comment je vais faire ça? Oui, parce que c'est facile de le nommer comme ça. Oui, c'est facile de le nommer, mais pratico-pratique, qu'est-ce que je fais, moi, en tant que parent? Il mangeait de tout, puis à 18 mois, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je commence à faire l'avion? C'est-tu là qu'il faut que je fasse l'avion? Puis pourtant, on n'a pas changé comme parents en une nuit, nous, là. Pas du tout. Pas du tout. Non, mais notre enfant grandit, il se développe, il veut quand même, il a la reconnaître, tu sais, il développe son caractère, il se dissocie de nous, il veut s'affirmer. Alors, il va s'affirmer également à table. Ce petit nom, le nom a des grands pouvoirs parce qu'il déclenche une réaction chez mon parent. Pas juste « non, j'ai pas envie de mettre ma botte », mais « non, j'ai pas envie de brocoli » et « non, j'ai pas envie de m'asseoir ». Alors, c'est vraiment d'encadrer l'heure de repas. Et là, je vais vous présenter l'approche d'une diététiste américaine qui s'appelle Ellen Satter, qui, elle, a créé une approche qui s'appelle le partage des responsabilités ou la division des responsabilités. Ça revient à la même chose. Donc, lorsqu'on applique ce principe-là qui est vraiment endossé par la Société canadienne de pédiatrie, par les diététistes du Canada et d'autres entités, ce qui arrive, c'est que l'heure des repas devient beaucoup plus agréable. On respecte, l'enfant respecte et écoute ses signaux de faim et de rassasiement. J'ai délimité le rôle du parent et de l'enfant. Donc, chacun connaît sa job à l'heure des repas et chacun gère ses responsabilités. Donc, ça fait en sorte que ça diminue beaucoup le stress relié au repas et le stress des parents parce que l'enfant peut-être ne mange moins. Mais lorsque je comprends pourquoi, règle générale, je suis capable d'adapter ma réaction et de gérer un peu mieux mes émotions. Oui, parce que c'est ça qui est difficile. Oui, c'est ça. C'est très, très personnel, l'alimentation. Puis, des fois, en tant que parent, on prend ça personnel, mais le on fait prend que le temps mon de enfant... cuisiner, on prend le temps de servir, on prend le temps, puis ça nous demande de l'énergie. À la fin des journées, moi, je pense juste au souper. Mon doux, lors du souper, on est fatigués, nous aussi, puis on a hâte que ça finisse, on a hâte que... Puis là, se faire pousser l'assiette, dire non, ça vient nous chercher. Ça vient nous chercher, et voilà. Et c'est pour ça que je dis aux parents, avant de parler de l'enfant, on va parler de vous. On va cuisiner les repas que vous aimez manger. On va avoir du plaisir à le cuisiner, ce repas-là. Et le quoi, qu'est-ce que je cuisine? Ça, c'est la responsabilité du parent. Ça, c'est vous qui décidez le quoi. Donc, je ne vais pas faire un repas qui va revenir 3 fois par semaine parce que c'est le seul repas que mon enfant apprécie. Ma job en tant que parent, c'est de présenter le répertoire familial à mon enfant, de lui montrer une variété d'aliments. Ça, c'est ma job à moi en tant que parent. Qu'est-ce qui rentre par l'épicerie? Donc, qu'est-ce que je vais mettre dans mon frigo? Qu'est-ce que je vais mettre dans mon garde-manger? Ça, c'est le parent qui le décide. Ce n'est pas le parent. L'adulte rendu ado-adulte, on va peut-être l'impliquer, mais un enfant de 18 mois à 5 ans, bon, je vais prendre cette tranche d'âge-là, le quoi, c'est vraiment géré par le parent. L'autre responsabilité du parent, c'est le où. Où je m'assois pour manger? Est-ce que je cours autour de la table? Est-ce qu'on est assis devant la télé pour rentrer 2-3 bouchées? Est-ce que je réponds à des courriels sur mon cellulaire? Est-ce que, Où je m'assois pour manger autant moi que mon enfant? Donc, normalement, ce qu'on va essayer de faire, c'est assis autour d'une table. Ça peut être aussi un pique-nique. Ça peut être, parfois, il y a des exceptions aussi, il y a des petits spéciaux. Ça peut être dans une tente au pied du sapin. Ça peut être un cinéma. Tu sais, on fait un soirée cinéma, puis on mange. Mais le où je m'assois, c'est toujours le parent. C'est vous qui décidez. C'est une soirée cinéma. Est-ce qu'on mange, mettons, sur des tabourets, mettons, à l'îlot pour manger la collation? Est-ce qu'on est autour de la table? Ça, c'est le parent qui décide où je m'assois. La position assise, on fera une autre parenthèse hyper importante. Un enfant, un enfant qui est toujours debout. Que c'est difficile de manger sa gigotte, il est à genoux. Qui tombe en bas de la chaise. Qui tombe en bas de la chaise. Vérifier sa position
assise. OK. Un enfant a besoin de ses pieds pour manger. C'est niaiseux comme ça, là. OK. Mais un enfant a besoin de ses pieds. Donc, il a besoin de sentir quelque chose sous ses pieds, d'être à côté. Il a besoin d'une stabilité posturale parce que la priorité du corps humain, la première, c'est de respirer, puis tant mieux. Tu sais. Oui. Fait que, heureusement. tant mieux. Donc, un enfant qui a le nez bouché, là, Oui. c'est plus difficile pour lui manger. Donc, ça se peut que ça se passe moins bien, puis c'est normal. Imaginez-vous, lorsqu'on est congestionné, donc on a le rhume, on goûte moins. Oui. Donc, c'est moins agréable, puis c'est difficile, plus difficile de gérer, avaler, respirer. Oui. Bon, ça se peut. La deuxième priorité du corps humain, c'est la stabilité posturale. Donc, c'est protéger le cerveau. Un enfant qui est assis, mais il n'est pas stable. Donc, il est assis, il a les pieds dans les airs. Oui. Okay? Ce qui arrive souvent Oui. dans une cuisine autour de la table. Là. Voilà. Il est assis sur le banc de la chaise parce que le dossier il est trop loin, il est trop petit, sinon il n'arriverait pas à la table. C'est un enfant qui gigote. Donc, son corps va mettre de l'énergie à respirer, à essayer de rester stable. Il n'en reste plus beaucoup parce que la troisième priorité, c'est de manger. Mais donc, c'est tellement intéressant. Fait qu'il faut que je fasse check 1, check 2 pour arriver à 3. Donc, avant même de regarder la variété, là, je vérifie comment un enfant est assis pour m'assurer que ses pieds sont en appui. Je vais donner un exemple. Tu feras cet exercice ce soir. Oui. Nous, en tant qu'adultes, assis, regarde, j'ai déjà le dos assis, j'ai mes pieds. J'ai mes pieds en appui au sol. Je vais te demander de tousser, mais lève tes pieds dans les airs puis tousse. OK? Puis ensuite, tu mettras tes pieds au sol puis tousse. Tu vas voir que l'efficacité de ta toux, elle est beaucoup plus efficace en appui au sol. Et lorsqu'on tousse, lorsqu'on cherche à se déloger quelque chose, on a tendance à vraiment mettre nos pieds à s'appuyer quelque part. Puis on se penche vers l'avant souvent. On se penche vers l'avant. C'est ça. L'autre chose, rappelle-toi quand les restaurants étaient ouverts, puis on s'en allait au bar, puis on s'assoyait sur les tabourets. Je suis grande, je mesure 5 pieds 7, mes pieds ne touchent pas à la petite barre. Et très souvent, qu'est-ce que je fais? On gigote, on va se croiser les jambes, puis on va mettre le pied sur le petit mur. On va chercher une position pour arrêter de gigoter. C'est vrai. Puis on va chercher à se replacer. Oui, absolument. Puis les personnes qui sont de plus petite taille, assises sur une chaise régulière, que le pied ne touche pas au sol, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont rentrer le pied en dessous de la cuisse, ils vont se mettre à genoux. Ils vont essayer de se stabiliser. Absolument. Un enfant ne peut pas verbaliser pourquoi il gigote, mais il a besoin de se stabiliser quelque part dans sa chaise. Donc, avoir un dossier, que son dos touche le dossier de la chaise à 90 degrés, que ses pieds soient en appui quelque part. Tu sais, si on a des chaises de table de cuisine, donc que les adultes ont, il suffit de glisser un petit tabouret. Vous savez, les petits tabourets pour aller se laver les mains aux toilettes, là, bon, on peut les mettre. Il suffit que mon enfant ait un appui-pied pour se sentir grounded. Il faut qu'il se sente, il est assis où? Il est stable. S'il a besoin de bouger un peu, il va bouger ses pieds, mais il n'y a pas besoin de gigoter nécessairement. Mais que ça me parle, tout ça. Oui. Fait qu'un enfant a besoin de ses pieds pour manger. Donc, ça, c'est le où je m'assois. J'ouvre toujours la parenthèse, la position assise, vérifiez-la. Je ne suis pas en train de vous dire, allez vous acheter des chaises hautes, mais s'il le faut, des chaises adaptées, allez-y. Les parents qui sont en train de magasiner des chaises hautes pour leurs enfants, là, qui commencent à manger. Là, allez regarder, il y en a tellement maintenant des chaises évolutives pour les enfants et c'est un investissement. Je vous dis, moi, les miens, ils sont en 2 chaises évolutives. Mon plus vieux a 11 ans puis il est encore dedans. Donc, c'est vraiment un bel investissement parce qu'ils sont stables, qu'ils sont en train d'écrire pour leurs devoirs, ou ils sont assis en train de manger, ils sont disponibles. Manger, apprendre à manger, c'est énergivore, ça demande beaucoup d'énergie parce qu'ils sont en apprentissage, les cocos encore. Donc, je veux que leur énergie, il en reste un petit peu là, pour manger, pour que ça soit agréable à table. Donc, 1, il respire. 2, il est bien assis. 3, on attaque le repas. Fait que où je m'assois, vous décidez. Puis on s'entend qu'assis sur un petit... une petite serviette pour faire un pique-nique, il n'y a pas de problème. Ben oui, ça arrive. Ça arrive, et c'est correct, c'est le plaisir. C'est agréable aussi. C'est agréable, le plaisir à table. Donc, c'est ça. Donc, on a décidé du quoi, on a décidé du où, et là, on décide du quand. L'heure à laquelle je mange. Souvent, j'entends, il mange dans la journée, il arrive à l'heure du souper, mais là, il n'y a plus faim. Un classique. C'est un classique. Surtout le télétravail à la maison. On le voit, On le voit. Tu sais, l'accès à la cuisine est beaucoup plus facile. Je dis aux parents, le cadre, c'est un cadre, c'est pas pour être très, très sévère et empêcher l'enfant de manger, pas du tout. C'est tout simplement pour établir une routine. Les enfants carburent à la routine. Ils adorent la routine. La preuve, à la garderie, ça fonctionne bien. Ils mangent bien. Très souvent, ils dorment mieux. Pourquoi? Ils ont un cadre, ils savent que ça ne changera pas. C'est un cadre rassurant pour l'enfant. Donc, on essaie d'avoir un horaire de repas qui est
je dirais pas plus ou moins stable à l'heure, mais plus ou moins stable dans l'écart pour les occasions de manger. Exemple, on s'est réveillé à 8 heures samedi, ben on peut déjeuner 8h30, puis 2 heures après, c'est une collation, puis 2 heures après, ou peut-être 3 heures, il y a un dîner. Oui. Fait qu'on essaye d'écarter les occasions de manger de 2 à 3 heures. Chez les plus jeunes, c'est plus un 2 heures, les plus vieux, un 3 heures. Et c'est pas un cadre rigide, il est flexible dans le sens qu'on a été faire du vélo pendant 1 heure, il a été bougé au pas. Ça se peut qu'il y a faim avant. Fait que c'est sûr qu'on va ajuster l'horaire, mais il faut quand même un cadre pour, bon, on mange à telle heure, on s'assoit là, puis voilà, le choix de la collation, le choix du repas relève du parent. Ça, c'est vraiment jusqu'à ce que l'enfant soit indépendant. Donc, on va commencer à impliquer l'enfant dans le quoi. Quand ils vont commencer à faire leur boîte à lunch. Très souvent, on aimerait les impliquer parce que l'enfant va avoir vu qu'est-ce que ma maman ou mon papa me propose aux collations. Ah, il va répliquer les bonnes habitudes qu'on leur a inculquées. Donc, c'est pour ça qu'on encadre les enfants parce que c'est un cadeau qu'on leur offre pour le reste de leur vie. Donc, vraiment, le quoi, le quand, le où relève du parent. Et le comment rentre dedans aussi. Le comment, c'est vraiment, je suis assis, on ne crie pas, on lance pas. Donc, tu sais, socialement, comment je m'assois? Quelles sont les règles de table de politesse? Moi, je lance pas ma fourchette, donc on lance pas la fourchette. Lorsqu'on dit pas « burk », là, c'est dégueu, je veux dire ben, « non, merci » ou « non, c'est trop pour ma bouche » ou « oh, non, j'aime pas » ou c'est pas que j'aime pas ça. Puis lorsque l'enfant dit « je n'aime pas ça », très souvent, je dis pas « reprenez-le ». Qu'est-ce que t'aimes pas? Qu'est-ce que ça fait dans ta bouche que t'aimes pas? Sais-tu? Est-ce que ça pique? Est-ce que ça croque? Est-ce que c'est trop mou? Donc, mettre des mots sur le « j'aime pas ça ». Profitez-en du « j'aime pas ça ». Pas le beurre qu'on dit, ben moi, j'aime pas le beurre, qu'on va dire peut-être que je n'aime pas ça pour maintenant, ou c'est nouveau pour moi, ou c'est trop pour ma langue, ou ma bouche ne l'aime pas encore. Ça peut être vraiment de différentes façons qu'on peut le dire. Puis même aujourd'hui, tu sais, j'aime pas les moules, il n'y a rien à faire. J'en fais quand même à la maison, puis mes enfants me disent, puis maman, est-ce que ta bouche a appris à l'aimer ou pas encore ce soir? C'est pas encore. Tu sais, peut-être un jour, mais tu sais, d'être honnête avec eux qu'il y a des aliments que vous n'appréciez pas, puis qu'on va respecter le fait qu'il y a des aliments, c'est normal. Puis, tu sais, tous les goûts sont dans la nature, puis il y a des aliments qu'on va apprécier plus tard dans la vie, et c'est correct. Puis il y a des mélanges d'aliments aussi, des fois, que quelqu'un aime, puis l'autre personne n'aime pas, là. Tout à fait, tout à fait. Alors, le comment, l'ambiance, donc pas d'écran idéalement, pas de distraction, parce qu'on veut que nos enfants restent connectés. Tu sais, l'enfant est né pour être un mangeur intuitif. Mangeur intuitif, donc ils sont capables de reconnaître les signaux que leur corps leur envoie. Là, j'ai faim et là, je suis plein. Donc, ils reconnaissent la faim, ils reconnaissent le rassasiement. Mon bedon est plein, en gros. OK? Ça, ils le savent. Et on essaye de pas venir influencer ces signaux-là par des facteurs externes, genre 2 bouchées, s'il te plaît, 3 bouchées, parce que vous ne savez pas. Eux seuls sont les maîtres des quantités. Ils savent s'ils ont faim ou pas et combien ils ont faim. Votre job en tant que parent, vous proposez les aliments et vous laissez l'enfant gérer la quantité parce que dans leur responsabilité, ils sont responsables du si et du combien. Donc, s'ils mangent ou pas, et combien il mange. Parfois, votre enfant va manger beaucoup, beaucoup le matin, un peu moins au dîner, puis presque rien au souper. Ça se peut. Ça se peut que votre enfant, lui, ressent plus la faim le matin et le midi, très peu au souper. Il y a des enfants que c'est plus à l'heure du dîner, puis à l'heure du souper, un petit peu moins. Ça se peut. Il y a des enfants qui mangent très, très bien à la garderie, puis très peu au souper. C'est pas parce que vous cuisinez mal, pas du tout. C'est probablement que votre enfant, tous ses besoins énergétiques, tout ce qu'il avait besoin de manger, puis il a été le chercher à la garderie, puis au souper, bien, il a le goût de passer un bon moment avec vous. Il voit les aliments qui sont à sa disposition. S'il a faim, combien il a faim, il va aller de l'avant, mais on garde une ambiance agréable pour qu'il désire venir s'asseoir avec nous et regarder les aliments. Ça se peut qu'il accepte de jouer avec des aliments, de les toucher, d'y goûter, mais pas nécessairement en manger. Et c'est correct. Vraiment lâcher prise. C'est difficile pour un parent de dire « Oui, mais là, il s'est couché, il a vraiment pas beaucoup mangé, mais là, il va se réveiller dans la nuit, puis il va dire que j'ai faim. » Le cadre, c'est vous. Puis lorsqu'un parent me dit ça, je leur demande souvent « Est-ce qu'il y a une collation avant l'heure du dodo? » Parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut introduire, mais elle est là tout le temps ou elle est jamais là. C'est pas elle est là des fois. Parce que souvent, les parents vont me dire
ben là, il a moins bien mangé, je vais lui proposer une collation. Un enfant n'est pas fou, on s'entend. Il ne mangera pas, il va prendre la collation. S'il aime mieux la collation, mais oui. Que la collation soit nourrissante, mais pas excitante. Oui, c'est ça. Si tu manges parce que tu as faim. On mange parce qu'on a faim, et voilà, mais c'est qu'on lui propose une occasion de manger. Donc, si entre le souper et le dodo, là, si j'ai à peu près 2 heures d'écart, oui, ça vaut la peine. T'sais, au bout d'1 heure et demie, moi, règle générale, je propose une collation à l'enfant. Mais la collation, c'est vous qui l'avez décidé. C'est vous qui décidez c'est quoi. Puis très souvent, ça ressemble beaucoup à ce qu'on offre au petit déjeuner. Oui, des fois, ça va être une rôtie, un verre de lait, un fruit avec un fromage, ça peut être un yogourt. Mais c'est vous qui décidez des choix de la collation. Si l'enfant dit, ben là, j'ai faim pour un yogourt, mais j'ai pas faim pour un verre de lait. Ben là, on propose des choix à l'enfant, puis des fois, ils peuvent choisir en 2 choix. Ça aussi, on peut leur laisser. Mais elle est tout le temps là ou elle n'est pas là. C'est pas elle est là parce qu'il n'a pas mangé. Fait qu'il faut pas faire cette association-là et on est neutre. Ça se peut que notre enfant aussi, les parents me disent souvent, il y a un petit appétit d'oiseau, mais son frère, il mange comme un loup, comme un ogre. Ça se peut. Il y a des enfants qui vont manger 6 petites fois dans la journée parce que eux, ils ont faim 6 petites fois. Et c'est correct. Il y a des enfants qui vont manger plus le matin, plus le midi. Il y en a qui, la fin de semaine, ça va varier parce qu'ils vont peut-être se réveiller plus tard. Il y en a qui vont sauter la sieste de l'après-midi plus ils avancent vers l'âge de l'école. Fait que ça se peut que la collation, à ce moment-là, soit beaucoup plus grande parce qu'il a été plus bougé que faire une sieste. Ça se peut. La quantité. S'il mange, vraiment de lâcher prise et de faire confiance à notre enfant. Tu sais, l'alimentation, oui, c'est le plaisir, mais c'est un lien de confiance qui s'établit. Donc, on fait confiance à l'enfant qu'il est capable d'écouter son corps. Je me fais confiance en tant que parent que je fais la bonne chose. Cette approche-là, elle est vraiment bien étudiée, elle est bien reconnue. Et c'est le lien de confiance qui s'établit entre moi et mon enfant. L'heure des repas, lorsqu'elle rime avec combat, très souvent, c'est parce que l'enfant n'a pas nécessairement confiance en notre réaction. Elle n'est pas constante, ma réaction. Des fois, je veux obliger, des fois, je n'oblige pas. Des fois, je négocie une bouchée. Des fois, je retiens le dessert. Des fois, je l'oblige à rester ici pour prendre 1 ou 2 bouchées de plus. Toutes ces stratégies-là qui sont à la base bien intentionnées, on est inquiet. Oui, on veut bien faire. On veut bien faire. Ben, l'enfant va ressentir un stress. Absolument. Et, tu sais, vraiment, le stress, physiquement, ce que ça fait, ça va sécréter des hormones qui viennent un peu couper la faim chez les enfants. Donc, ils sont plus stressés. Tout ce qu'ils veulent sortir de la table. Vraiment, ils sont comme en mode panique. Ils cherchent à fuir ils cherchent à fuir le regard de l'aliment, fuir votre regard et essayer de sortir de la table. Donc, on essaie qu'à l'heure des repas, on soit le DJ de la table, que ce soit plaisant pour que mon enfant ait le goût de venir s'asseoir à l'heure des repas. Oui, moi, j'ai une question. Est-ce qu'on oblige est-ce qu'on s'assure que notre enfant goûte un peu à tout ce qu'il y a dans son assiette? Parce que si un enfant, par exemple, va dire non tout le temps, non tout le temps, non tout le temps, il découvrira pas, justement, il fera pas cette... Puis moi, chez moi, je vais le dire, là, j'ai aucune idée si c'est la bonne chose à faire. Instinctivement, je me disais, ça doit être correct de faire ça. Moi, j'oublie jamais, prends 3 bouchées encore, prends 4 bouchées encore, mais c'est toujours, je veux que tu goûtes au moins à tout ce qu'il y a dans ton assiette. Souvent, il va y avoir... mettons un mélange avec des légumineuses, un peu de riz, puis un légume. Bon, mais je veux au moins que tu goûtes à tout ce qu'il y a dans ton assiette. Est-ce que oui ou non? On fait ça ou on le fait pas? Parce que moi, mon dilemme dans ma tête, c'est de me dire, je ne veux pas forcer mon enfant à manger, parce que moi, je détesterais que quelqu'un me dise, t'es obligé de manger 4 bouchées encore, mais je veux qu'il découvre les aliments parce que je sais que, les goûts se développent. Donc, je sais que même s'il me dit, ça, tu sais que j'aime pas ça, maman, mais goûte-y cette fois-ci. Il n'est pas cuisiné de la même façon. Peut-être que tu vas aimer ça. Mais qu'est-ce qu'il y en a de ça? Là, ma question pour toi, est-ce que c'est toi qui prépares l'assiette ou est-ce que c'est l'enfant qui met les choses dedans? Moi, c'est toujours moi qui prépare l'assiette. Ça, c'est une approche, en fait. Il y a 2 Sauf quand c'est des restes. Quand c'est des restes, là, c'est l'enfant qui choisit. C'est l'enfant qui choisit. C'est toi qui fais l'assiette. Voilà. Est-ce que les quantités... Parce que des fois, ce qui freine un peu l'enfant à vouloir découvrir des choses, c'est que des fois, il y en a trop dans l'assiette. Bien, ça, j'ai remarqué. Quand, par exemple, l'enfant va dire « Oh non, moi, ça, j'ai fini. » Bon, puis là, je vois qu'il n'a pas goûté à un des éléments de l'assiette. Bien, souvent, ce qui arrive, c'est que moi, j'en verse un petit peu dans mon assiette parce que moi, je serais retournée me servir. Puis... Finalement, quand il y en a moins, effectivement, il va finir par prendre une bouchée. Je dis, regarde, là, moi, j'en ai assez. Voici ce qui reste dans ton assiette. Va porter ton assiette sur le comptoir. Puis là, tout d'un coup, la faim revient un peu. Mais donc, ça veut dire quand il y en a moins. 2 choses.
Tu lui as enlevé l'obligation de devoir goûter, le stress a diminué. Deuxième chose, il y en a moins dans l'assiette. 2 facteurs qui font en sorte qu'il a le goût de le goûter de lui-même. Il faut que ça vienne de lui-même. Donc, un élément, mettons qu'on sait que l'enfant, ça, il est plus ou moins... bon, on peut en mettre juste un petit peu. Et voilà, on en met beaucoup moins, une petite bouchée. C'est encore une fois, je te ramène en Asie. Si je t'en mets trop dans ton assiette versus des aliments que tu connais avec une petite portion de la nouveauté, ben, tu vas peut-être plus tenter à la goûter que d'avoir la grosse assiette qui sent trop fort, que visuellement, c'est trop imposant pour l'enfant. Oui. Donc, moi, obligé de goûter, en fait, ça dépend du caractère de l'enfant. Oui. Il y a des enfants qui sont beaucoup plus sensibles à être obligés de goûter. Donc, si, je dis aux parents, là, vous êtes les experts de vos enfants. Si vous me dites que moi, mon enfant, lorsque je lui dis, ben, écoute, j'aimerais ça que tu goûtes à tout, mais tu peux cracher si tu n'aimes pas. Les enfants veulent une porte de sortie. Tu sais, même chose, tu es en Asie, je te donne quelque chose, c'est horrible dans ta bouche, mais tu es obligé de l'avaler. Ça ne te tentera plus. Ben moi, une moule, là, je vais prendre ma serviette de table puis je vais la cracher. Ben voilà. Oui, absolument. Ben l'enfant, il faut qu'il sache qu'il a une porte de sortie. Donc, cracher n'est pas négatif nécessairement. Absolument pas. Mais on s'entend, c'est pas non, c'est ça. Cracher poliment dans un petit verre ou dans une petite serviette. Donc, vous lui donnez... C'est permis. C'est permis. Alors, si votre enfant ne ressent, ça ne génère pas du stress. Vous le savez que votre enfant, ben c'est pas grave. Il va le mettre dans sa bouche puis il va cracher s'il aime pas ça. Puis finalement, il va dire ben finalement, j'aime ça. Est-ce que je pourrais en avoir encore? Oui, ben des fois, c'est ça qui arrive. Ils font cœur, puis là, ils goûtent. Wesh. Ah, ben non, finalement. Et voilà. Fait que, on préfère que l'enfant dise, j'aimerais ça en avoir encore, puis pour le gaspillage également, c'est génial. Ben oui. Mettez-en moins, puis on veut que les enfants disent, ben j'en veux encore, s'il vous plaît. J'ai encore faim. Parce qu'ils vont se connecter avec leur cible. On veut qu'ils ressentent, on veut qu'ils disent, maman ou papa, j'ai encore faim. Donc, on est mieux d'aller vers moins. Beaucoup moins. Puis de laisser l'enfant. Puis de laisser l'enfant en prendre plus. Ça, c'est quand vous faites l'assiette. Puis même quand on fait l'assiette, on peut leur dire, regarde, est-ce que ça, c'est correct? En voudrais-tu plus ou moins dans ton assiette? Donc, on peut les impliquer graduellement dans la quantité que tu vas mettre dans l'assiette de l'enfant. Comme ça, c'est moins imposant. Ben, chez les plus vieux, c'est naturel. Là. C'est ça. On le demande. As-tu faim beaucoup, un peu moyen? Puis ça va un peu plus, un peu moins. Oui. Oui. Fait que on peut portionner l'assiette de l'enfant. Il peut participer également. Et avoir toujours des aliments familiers. Donc, des aliments familiers dans l'assiette. Exemple, si tu me dis, là, moi, je mange du saumon aujourd'hui, du brocoli, puis du riz, puis une salade, puis il n'y a aucun de ces aliments-là. C'est vraiment, là, il faut que je me batte pour tous ces aliments-là. Là, c'est comme si je te dis, je t'amène en Asie, il y a juste ça pour souper, puis après ça va aller au déjeuner. Automatiquement, on arrive paniqué, on est stressé, on a faim. Il faut qu'on se remplisse le bedon avec quelque chose. Alors, on ne veut pas mettre un enfant au pied du mur. Si tu as faim, ben tu n'as pas le choix. Il faut que tu goûtes à des aliments qui sont non familiers, sinon tu vas avoir faim. Alors, ce qu'on s'assure dans l'assiette de l'enfant, c'est d'avoir toujours 1 ou 2 aliments familiers. C'est pas cuisiner un deuxième repas, pas du tout. C'est considérer l'enfant lorsqu'on décide du menu familial et s'assurer que ça peut être juste, mettons, on essaie de mettre du pain sur la table. L'enfant aime le pain, puis mettons, il aime les carottes. Ben, ça va être pain et carottes. Au moins, il sait que il peut se réfugier dans 2 aliments pour commencer le repas, puis à un moment donné, pour faire des mix ou goûter à d'autres aliments. Mais le fait qu'il arrive, il va enlever un peu son armure, il est moins stressé, le niveau stress diminue, ça ne coupe pas l'appétit. Et mon parent me dit que j'ai une porte de sortie, je peux goûter, mais j'ai une porte de sortie. Tout ça, ça fait en sorte que le repas est plus agréable. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Et voilà. Puis si l'enfant a acté à cracher un aliment, ben c'est correct, c'est pour la prochaine fois. Oui, parce que comme adulte, quelqu'un qui crache, on fait comme, mais voyons, crache pas, pourquoi? Puis, mais c'est vrai que le réflexe de dire, tu as le droit. Oui. Parce que ça se peut qu'on n'aime pas ça. Ça se peut. Puis moi-même, je le fais des fois. Ben, voilà. Mais tu sais, encore une fois, on leur montre de façon polie comment on le fait. Puis c'est des règles de table, des règles pour respecter l'autre. Oui, tu craches pas dans le milieu de ton assiette par-dessus tout le reste. Là, et voilà. Et ça peut être aussi un bol de non-merci. Il y en a des fois que, écoute, j'ai vraiment pas envie de le mettre dans ma bouche. Fait qu'ils peuvent juste tout simplement le toucher avec leurs mains et le mettre dans un petit bol de non-merci. Un bol de non-merci. C'est non-merci. Ça veut dire que, dans mon assiette, c'est déjà trop juste dans mon assiette. Ils peuvent l'enlever puis mettre le bol du non-merci. Fait que le bol de non-merci, c'est pas du gaspillage. Très souvent, c'est le parent qui va piger dedans. Oui, c'est ça, finalement, après ça. Puis après ça, on va en jaser. Hey, bol de non-merci, qu'est-ce qu'il y avait dedans, le bol de non-merci? Hey, c'est rare, mais ça ressemble à tel aliment que t'aimais, exemple. Mais ça, c'est dur, ça, c'est humide. Ils peuvent l'écraser. Les enfants ont besoin de toucher les aliments avant de les mettre dans leur bouche. Ça leur donne tellement d'informations. Oui, combien de fois on répète, utilise ta fourchette, mais il y a besoin d'y toucher. C'est un besoin. Il y a besoin
tout chez nous en tant qu'adultes. Tu sais, on le ferait peut-être pas avec nos mains, un nouvel aliment. Non, mais on l'écrase avec notre fourchette. On l'écrase avec notre fourchette. Mais tu sais, ils n'ont pas encore la bonne dextérité pour être capable d'écraser et sentir. Ils veulent le sentir avec leurs doigts. Est-ce que c'est mou, c'est dur, c'est-tu croquant, c'est-tu chaud, c'est-tu froid? Et des fois, ils vont juste lécher puis dire, OK, non, déjà là, c'est trop, mais c'est bravo. Il l'a léché, c'est correct. On va pas faire des fanfares puis commencer à sortir de la grosse « Wouhou, bravo, t'as goûté! » Ah, ben c'est correct, là, on a rajouté un nouvel aliment. Oui. Moi aussi, je l'aime, exemple, le brocoli, puis on est rendu à aimer le même aliment. Oui. Correct comme ça. Puis un enfant qui n'est pas prêt à goûter, on va pas non plus le réprimander ou aller sortir. Oui, mais maman a travaillé très, très fort, là, puis là, c'est du gaspillage. Oui, je sais que ça vient nous chercher, mais c'est pas, dites-vous, ça fait partie de son développement. La découverte alimentaire prend du temps. C'est un processus qui évolue avec le temps. Et donc, on a cuisiné, je reviens à vous, on a cuisiné pourquoi? Parce que c'est un repas que moi, j'aime manger et que les restants vont aller dans les lunchs et que mon enfant regarde. Je propose à mon enfant le répertoire alimentaire. On peut également impliquer les enfants quand je fais le quoi. « Hey, ça vous tente-tu? Regarde, je te donne le livre, je sais pas, livre de recettes. Ça vous tente-tu de choisir une recette? » Oui, puis c'est tellement plaisant de cuisiner avec nos enfants quand on a le temps. Quand on a le temps, mais c'est que, dites-vous, ils vous aident. Au début, là, c'est un investissement, mais après ça, ils sont capables, lorsqu'ils sont capables de lire, hey, la farine, le sucre, le lait, va me chercher la farine. Un pain aux bananes comme collation, oui, épluche les bananes pendant que je fais... Ils deviennent vraiment, ils aident vraiment, mais il faut leur montrer. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps, puis ça fait tellement des beaux souvenirs familiaux, je pense. Et c'est quelque chose qui se perd, j'ai l'impression, avec le temps. Un enfant qui apprend à cuisiner. Écoute... C'est un beau cadeau. Lorsqu'ils vont partir de chez nous, ils savent comment cuisiner les aliments. Ils connaissent les caractéristiques des aliments. Et lorsque je connais mon aliment, il devient plus familier et je suis peut-être un peu plus tentée à y goûter. Puis un enfant qui refuse un repas, par contre, il est un peu plus tenté à y goûter quand il a participé parce que c'est le mini-chef ou c'est l'assistant-chef. Il a vu du début à la fin, donc il sait exactement ce qui est dans le repas. Oui. C'est moins intimidant un peu. C'est moins intimidant. Puis c'est la même chose souvent avec les légumes. Puis là, c'est le temps, là, c'est bientôt de planter les petits potagers. Bon, l'enfant commence à connaître, bon, c'est une petite graine, on a planté, elle a poussé, on va l'arroser, elle a du soleil. Et c'est toi qui a aidé à la faire grandir. Et là, faire une salade avec des concombres. Fait que tout ça vient un peu nourrir cette motivation intrinsèque chez les enfants à vouloir d'eux autres mêmes goûter aux aliments. Mais goûter ne veut pas dire je t'adopte. Non, c'est ça. C'est ça. Oui. C'est comme si on dirait, je dirais à un adulte, écoute, tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas te marier avec. Mais non, ça marche pas comme ça. Ça marchera pas comme ça. C'est vraiment, c'est long. C'est long. Puis il faut faire confiance à notre enfant que des fois, il va perdre des aliments de son répertoire pour en gagner d'autres. Fait que c'est vraiment comme des montagnes russes. Il faut le voir comme ça. Puis quand on le sait que c'est comme ça que ça se passe, ça devient moins stressant. C'est beaucoup moins stressant. Et ne regardez pas l'alimentation de l'enfant sur la journée. L'alimentation de l'enfant, on la regarde sur des semaines. C'est vraiment... Parce que les enfants, à partir de l'âge de 2 ans, la croissance ralentit un petit peu. Donc, leurs besoins de manger ne sont pas les mêmes que lorsqu'ils étaient dans la découverte, dans l'introduction des aliments. Donc, c'est normal qu'ils mangent un petit peu moins. Ça reflète leur croissance, leur poussée de croissance. Et ils sont dans une période de développement où ils veulent découvrir « Hey, je suis capable de sauter, je suis capable de grimper. » Donc, ils veulent découvre l'environnement. Ils ont compris qu'ils sont une personne entière et vraiment dissociés de leurs parents. Ils veulent découvrir autre chose. Donc, il n'y a pas juste l'assiette. Ils ont vu qu'il y a d'autres choses à découvrir à l'extérieur des repas. Donc, ils sont dans la découverte. Alors, on les accompagne de la même façon comment je les accompagne dans un champ, dans la forêt, à découvrir les insectes, à table, dans la bienveillance, sans pression, pour les garder des mangeurs intuitifs. C'est un des plus beaux cadeaux, je pense, qu'on peut offrir à nos enfants. Oui. Puis moi, ça m'amène à penser, tu sais, la présentation des aliments, il est souvent pour beaucoup, puis j'ai un exemple vraiment concret en tête. Mon plus vieux détestait la pomme. La pomme, ça ne passait pas en purée, jusqu'à temps que je râpe la pomme. Et là, la pomme râpée, il a mangé la pomme au complet, alors qu'il recrachait toutes sortes de pommes. La pomme râpée, puis après un mois, mettons, de pommes, pas tous les jours, là, mais après un mois à râper la pomme, je lui ai réoffert un morceau et il a tout mangé. Fait que des fois aussi, on n'ose pas nécessairement préparer les aliments différemment, mais parfois, ça fait une grosse différence, j'imagine. Oui, parce que dans la bouche, tu sais, le feeling, on se ferme les yeux, je croque ma pomme, j'ai une pomme râpée. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est autant la façon comment je vais la cuisiner que comment je vais la présenter. Râpée à ramolli. Il y a plus de jus dedans.
Tandis que, tu sais, en morceaux, il faut que je la croque. J'aurais pu aussi la spiraler, ma pomme. Oui. J'aurais pu la présenter en compote de pommes. Ça reste que tout ça, c'est des nouveaux aliments pour l'enfant, mais on peut faire un pont. Donc, on peut commencer par introduite dans une recette. Oui. Ça peut être râpé, ça peut être spiralé pour finalement arriver à une pomme entière. C'est ce qu'on appelle faire un petit pont pour arriver à l'aliment en entier. Moins modifié, si on veut. Mais côté présentation, tu sais, présenter un poisson de la tête à la queue versus un poisson en croquette versus un poisson en boulette versus des petits cubes que j'ai panés, que j'ai mis, tu sais, ma petite céréale de bébé, si on veut, mais j'ai mis des petits pics. Oh, que ça attire l'attention, des petits pics décoratifs. C'est un pic. En fait, on peut le voir comme un ustensile. Mais c'est des petits morceaux de 1. C'est moins intimidant. De 2, visuellement, c'est attrayant. Il y a un petit éléphant qui me regarde. L'enfant la porte à sa bouche. C'est comme des bouchées cocktails. Tu sais, tout est présenté sur des petits pics. Ça fait chic, mais pour l'enfant, c'est moins imposant. Il y a aussi le fait de séparer des fois les aliments. Tu sais, quand la sauce d'un coule sur l'autre, puis c'est moins attrayant. Tu sais, qu'on a ce que j'appelle la giblotte brune. Tu sais, les patates pilées avec la sauce, puis ça coule partout sur le restant. Mais pour certains enfants, c'est moins intéressant visuellement. Alors là, je leur dis, on peut compartimenter, on peut avoir des assiettes avec des compartiments, on peut avoir un compartiment nouveau, puis les autres, c'est des aliments familiers. Fait que l'enfant peut aller décider de piger dans ce compartiment-là ou de mettre dans l'assiette de non merci. Fait qu'il y a tellement de stratégies pour amener l'enfant à se sentir en sécurité à table. C'est vraiment, il faut qu'il se sente en sécurité. Puis en contrôle aussi, j'imagine. Dans le sens, pas en contrôle du parent, mais en contrôle de lui, en contrôle de ce que lui a le droit de faire. Oui. Mais c'est qu'il le sait, vous le savez, en fait, que vous ne pouvez pas rentrer un morceau dans la bouche de votre enfant s'il a décidé dans sa tête que c'est non. Fait qu'il faut qu'on reconnaisse que je te fais confiance. C'est toi qui décides si ça rentre par ta bouche ou non. Oui. Dans le plaisir, dans le contrôle de la situation devant lui. Oui, c'est vrai. Puis ils sont à la quête du contrôle. Oui, bien c'est ça. Nous aussi, comme adultes, là, on sait que quand il n'y a pas de contrôle, on est stressé. Oui. Puis très souvent, quand ça ne marche pas à l'heure des repas, c'est qu'il y a un qui a décidé d'empiéter sur le rôle de l'autre. C'est moi, pour imaginer ça, là, c'est encore une fois Ellen Satter qui a sorti cette analogie-là. Vous êtes sur l'autoroute. Il y a 2 voies séparées par une ligne pleine. Le parent est à droite, il gère le quoi, le quand, le où, et l'enfant est à gauche, puis lui, il gère le si puis le combien. S'il y en a un qui essaie de traverser à l'autre, qu'est-ce qui arrive? Il y a un accident, ça marche pas, ça marchera pas à l'heure des repas. Fait que l'enfant ne décide pas à quelle heure il mange, il décide pas où il mange, puis il décide pas quoi il mange. Vous, de votre côté, lâchez prise sur le si, lâchez prise sur le combien. Et ça, vraiment, c'est un gros lâcher prise pour la majorité des parents. C'est difficile, donner le contrôle, faire confiance à notre enfant dans ses responsabilités. Elles leur appartiennent et pourtant, on le faisait quand il était nourri juste au lait. Ben oui. On leur faisait confiance. Oui. À la demande. À la demande. Puis pourquoi à la demande? C'était quoi la demande? Il y avait des signes. Ils nous montraient des signes qu'ils avaient faim parce que dans leur bedon, ils sentaient la faim, donc ils se mettaient les poings. On reconnaissait ces signes-là. C'est la même chose. Je veux dire, ils vont montrer quand même des signes qu'ils ont faim et qu'ils n'ont plus faim. Et je dis aux parents, revenez quand ils avaient 3 mois. Mettons, vous mettez le 2e sein dans la bouche, puis le bébé, il n'a plus faim. Qu'est-ce qu'il fait? Il tape, il pousse. Oui. Même chose avec le biberon, il va pousser la tétine. Mais c'est la même chose, il tape, il n'a plus faim. Mais là, il va pousser l'assiette, il va dire non, plus faim. Mais c'est la même chose, mais on leur montre un peu comment le dire de façon peut-être plus posée, plus polie. Et on leur demande tout le temps, est-ce que ton bedon est plein? On essaie de mettre des mots pour qu'ils soient capables de nous exprimer le sentiment de faim ou de rassasiement. Mais là, mon bedon, il est plein. Ou je vais garder une place parce que là, j'ai envie de manger ça après. Mais c'est correct aussi. Les enfants vont se garder volontairement des places. Ils vont regarder tout ce que vous proposez, puis ils vont se dire, là, j'ai faim, j'ai encore faim, là, j'ai le goût de goûter à ça, fait que je vais me garder une petite faim, je vais manger la moitié de ça que j'ai dans mon assiette pour garder de la place pour l'autre. Et c'est correct aussi. De là, l'importance, j'imagine, de présenter des desserts aussi nourrissants. Parce qu'ils vont avoir le goût de goûter aussi, de se garder une place. Donc, peut-être qu'ils vont moins manger. Donc, si on a juste toujours des biscuits au chocolat, mettons, l'enfant va toujours garder une place pour le biscuit au chocolat, mais il ne goûtera pas à autre chose. Pas nécessairement. C'est comment tu présentes ton biscuit. OK. Les biscuits, les aliments n'ont pas de valeur morale.
OK? Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de santé. C'est la quantité puis la fréquence. L'enfant va apprendre à manger les aliments selon la fréquence que vous offrez. Exemple, si nous, à la maison, moi, mes enfants, ils me disent, ben, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Ben, on mange du spaghetti avec des Oreos puis avec du brocoli. Puis, tout est au centre de la table. C'est vraiment, je propose tout au centre de la table. Fait qu'ils savent qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce que moi, j'ai prévu comme quoi, entre guillemets, je dis dessert. Mais moi, pour moi, c'est un aliment. Mais il est sur la table déjà. Il est sur la table. Puis, ils savent déjà, la portion est déjà prédéterminée pour le dessert, pour tout le monde. Je ne mettrai pas 25 biscuits pour 4 personnes. Non, il va y avoir 2 biscuits sur la table, c'est ça. Tu peux le décider de le manger au début, au milieu ou à la fin. Pas de problème. Il y a des enfants, en 2 bouchées de spaghetti, vont aller manger, je sais pas, moi, une bouchée de yogourt. C'est là où, quand je vous dis des mélanges intéressants peuvent avoir lieu, il y a des enfants qui vont tremper leur saumon dans un petit peu de yogourt. Parce que le yogourt, c'est quelque chose qu'ils aiment. Ils vont tremper le saumon dedans. Mais pourquoi pas? Mais ils n'auront pas 3 yogourts à table. Tu sais, le yogourt est déjà là. Tu peux le manger au début, au milieu ou à la fin. Ça, c'est très culturel, le dessert à la fin. Oui. Puis là, de le présenter comme ça. Oui. En fait, c'est que l'enfant a besoin de savoir qu'est-ce qui s'en vient. Surtout, cette approche-là, de le mettre en même temps que le repas, je la favorise beaucoup chez le parent qui me dit, mon enfant, il mange pas, il attend de voir c'est quoi le dessert, puis là, il mange le dessert, puis il a encore faim. Mais mettons que vous l'avez mis sur la table en même temps que tout, il a vu c'était quoi, puis il a mieux géré un peu. Il l'aurait mangé de toute façon, il l'aurait mangé, finir son assiette. Et voilà. Pourquoi le retenir à la fin? Pourquoi le mettre sur un piédestal quand votre enfant, il est capable, faites-lui confiance, il est capable de savoir combien il a faim. Ça se peut qu'il mange les premières fois que vous allez le faire, sauter sur le biscuit tout de suite parce que, bon, ça donne que c'est le biscuit, mais on s'entend, vous allez peut-être pas donner le biscuit à tous les jours. Non, vous dites, moi, c'est une fois par semaine. Il va avoir, il va avoir plein d'autres choses. Puis des fois, il n'y en aura pas. Il va avoir, mettons, des fruits à la puis c'est correct aussi. Fait que l'enfant a une bouchée de fraises, un petit peu de pâté chinois. Et pourquoi pas? Le but, là, c'est de ne pas mettre les aliments sur un piédestal. Aucun aliment est meilleur qu'un autre. Il n'y en a pas un qui va causer une maladie versus un autre qui va vous donner la santé. Il n'y en a pas. C'est vraiment dans la variété des aliments et de respecter l'enfant dans son apprentissage, sa découverte alimentaire et dans l'écoute et le respect de ses signaux de faim et de rassasiement. Ils sont capables. C'est vraiment nous, le lâcher-prise, de leur faire confiance. C'est difficile. Oui, je sais. Même moi, encore, c'est difficile avec mes enfants, mais j'apprends à le faire. J'apprends à me parler moi-même. Puis à un moment donné, ça a fait des belles surprises. Puis je me dis, je me retiens, il faut pas que je saute de joie. Mon Dieu, ça a marché. Mais ça fonctionne lorsqu'on apprend vraiment à leur faire confiance. Puis c'est pas être parfait. Il n'y a pas de perfection en alimentation. On est constant, puis on est très indulgent envers nous-mêmes parce que ça se peut qu'à un moment donné, ben là, j'aimerais ça de boucher. Ça va sortir à un moment. Puis c'est correct, c'est de le reconnaître. Puis dire, ben finalement, écoute, si ton bedon est plein, ben c'est correct. Oui. Ah, c'est vraiment passionnant. Puis, tu sais, plus tu parles, plus j'ai d'idées pour la suite. Dès ce soir, je pense que le dessert va déjà être mis au centre de la table avec les autres. Puis, tu sais, cette question-là, qu'est-ce qu'on a comme dessert alors qu'il n'a pas encore commencé à manger? Voilà. Mais effectivement, si je le mets sur la table, il est là, t'en as pas plus, pas moins, c'est ça. Voilà. C'est qu'il veut prévoir. Ben oui, c'est normal. On aime ça, nous autres aussi, on n'aime pas ça, les imprévus, là. C'est normal. Puis, à l'heure du repas, tu veux faire une connexion avec ton... Tu veux parler d'autres choses, que c'est quoi le dessert? C'est quoi le dessert? Quand est-ce que le dessert s'en vient? Tu sais, c'est des moments de connexion avec notre enfant, s'intéresser à lui et non pas à ce qu'il est en train de manger. C'est génial, pour vrai. Cosette, merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Comme la dernière fois, un petit mot de la fin à propos de ça, la diversification alimentaire, pour ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. Là. Oui. Faites confiance. Faites-vous confiance. Vous êtes capable de nourrir votre enfant avec bienveillance. Et votre enfant, tout ce qu'il cherche, là, c'est le plaisir et il veut connecter avec vous. Vraiment, la connexion bien au-delà de la perfection. C'est ça qu'on cherche. Ah, c'est beau. Merci. Ça fait plaisir.